Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Vivre ensemble différents, un podcast autour de l'inclusion, de la mixité, de l'équivalence et des parcours de vie. Soutenu par l'association Ensemble et Différents qui œuvre au changement de regard sur le handicap et contribue par ses actions à la déconstruction du validisme. Je m'appelle Emma, je suis doula et je vais vous accompagner cette année dans cette première saison Naissance singulière. J'ai eu envie d'explorer le sujet du handicap dans le cadre de la périnatalité, c'est-à-dire le handicap à toutes les étapes autour de la naissance, du désir d'enfant au postpartum. Pour faire entendre et porter les voix de ces mères, pères, frères et sœurs et personnes avec handicap dans le parcours de la périnatalité. Faire entendre au monde ces sujets tabous dans notre société. Aujourd'hui, 15% de la population mondiale est porteur de handicap. 60% des interruptions médicales de grossesse font suite à un diagnostic de malformation ou un handicap. 12% des adoptions sont des adoptions d'enfants à besoins spécifiques et 2% des femmes avec handicap sont devenues mères. Il est temps d'entendre leur voix, d'écouter leurs histoires, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui le traversent aussi. Dans notre société validiste, le handicap est comme insurmontable, empli de difficultés ou à l'inverse héroïsé. Il y a beaucoup de chemin à faire pour que la société le considère comme une autre manière d'être au monde, et pour que ces personnes et leur entourage aient le même droit que celles privées de handicap. J'ai eu envie de parler de ces sujets dans le cadre de la périnatalité. Y a-t-il des récits de vie sur ce sujet ? Est-ce que la société a influencé les décisions des parents ? Comment laissons-nous les personnes faire leurs propres choix de manière éclairée et dans la douceur ? Comment se passe le retour à la maison ? Avons-nous des professionnels formés à accompagner ces parcours ? La parentalité est un vrai chamboulement. Qu'en est-il lorsque le handicap rencontre ce grand changement de vie ? Écoutons ces histoires singulières et prenons le temps de donner la parole à ces personnes pour comprendre et entendre ce qui se passe pour elles. Je tiens à vous avertir, nos invités vous partagent des moments de leur vie qui sont emplis d'émotions fortes. Certains mots utilisés peuvent être perçus comme violents pour certaines personnes et les sujets abordés peuvent être spécialement remuants en fonction de votre histoire personnelle ou votre sensibilité. Je vous invite à prendre soin de vous, à écouter cet épisode dans un espace et un moment où vous vous sentez en sécurité. N'hésitez pas à faire une pause ou même de stopper votre écoute si nécessaire. Merci de votre bienveillance et de votre respect pour ces invités et leurs témoignages personnels, précieux et intimes. Le 4e épisode de cette saison Naissance singulière a un goût tout particulier pour moi. J'accueille pour ce moment que l'on va partager ensemble ma mère, Marie. Mère de 3 enfants, elle va nous partager le récit de sa 2e grossesse et l'arrivée de ma grande sœur Lucille et son handicap dans notre famille. Il y a 2 ans, Lucille est décédée et je suis certaine qu'aujourd'hui, elle nous écoute avec attention et fierté. J'aurais tellement aimé la recevoir à mon micro pour qu'elle vous parle de sa vision de la maternité. C'est grâce à elles deux que j'ai eu envie de lancer ce projet de podcast. Et ça a donc été comme une évidence de proposer à ma mère de venir témoigner à mon micro. Nous sommes là, toutes les deux, pour écouter et soutenir notre mère lors de son témoignage sur cette partie si importante d'une vie qu'est la naissance de son enfant. Eh ben, coucou maman. Je suis très heureuse d'être là. Coucou. Est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Ah oui, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'une partie de mon identité, c'est que je suis la mère de 3 personnes que j'ai accompagnées. Donc Maxime, Lucille et Emma. que ce que je peux dire pour me présenter, c'est que c'est une grosse partie de mon identité en fait, et que à côté de ça, ou avec ça, ou grâce à ça, je suis aussi devenue thérapeute, que j'ai accompagné les personnes sans l'usage de la parole,
et leurs familles et aussi les personnes, avec l'usage de la parole, à essayer d'écouter un peu ce qu'ils ont à dire au fond d'eux. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel contexte Lucille est arrivée? Dans quel environnement? Ouais, alors, Lucille, est arrivée, on était encore jeunes, jeunes parents. Donc Lucille, en tout cas, est arrivée quand Maxime avait 5 ans. On était, des jeunes parents, qui essayaient de trouver, leur chemin, professionnel, notamment. Tout fraîchement arrivés, à Forcalquier, pour essayer d'y développer après nos études, une vie professionnelle autour du développement, économique et touristique, pour ma part en tout cas. Et elle est arrivée, vraiment, enfin en tout cas elle a été conçue, attendue, voilà. Ça faisait un moment qu'on était sortis de la toute petite enfance avec Maxime et voilà, on était prêts à accueillir un 2e enfant. Et du coup, quand tu as appris que tu étais enceinte de Lucille, comment ça s'est passé, la grossesse et ces 9 mois? En fait, assez rapidement, enfin voilà, j'ai appris qu'elle était là. Je me rappelle la première échographie, à Pertuis, avec Maxime, il était là. Où il a vu des choses, il a dit: «Oh, j'ai vu ses dents». Après, je me souviens, je sais plus à quel écho où on a su que c'était une fille et je me souviens très bien, de m'être dit: «Ah là là, est-ce que je saurais être, la maman d'une fille?» C'était compliqué pour moi à ce moment-là, mes relations avec ma maman et je me disais: comment arriver à être, mère d'une fille?» Voilà, c'était vraiment des questionnements et je me souviens bien d'un rendez-vous, chez la gynéco où moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui se passait pas normalement, elle grossissait pas normalement et où je l'ai dit. J'ai dit: «Bah, ça m'inquiète, mon ventre est tout petit», mais elle m'a répondu, «On a dû se tromper sur la date de conception». Sauf que j'avais aucun doute sur la date de conception, donc moi je savais très bien que c'était pas ça, mais elle n'a pas voulu entendre que pour moi déjà là, il y avait une angoisse qui était là, que ça se passait pas normalement et et quand je suis arrivée à l'échographie, je sais plus quand c'était, du 7e mois, 8e mois, je sais plus, enfin bref, c'était le 16 août 96. Je me souviens très bien de cette date. Et où là, elle a vu que il y avait un souci, quoi. Et ça a été comme je savais, en arrivant, moi je savais. Je suis arrivée très, 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 très angoissée. Et je me disais: «Mais pourquoi je suis angoissée comme ça? C'est pas normal». Et voilà, j'ai vu la tête de la gynéco se décomposer, et nous dire: «Il y a un souci, il y a un souci, je sais pas ce que c'est, il y a un souci, hem, je vais vous hospitaliser». Voilà et c'est là qu'on peut dire que voilà, il y a, je sais pas comment dire, en tout cas, on a basculé sur la planète, handicap à ce moment-là, en fait. Et après, j'ai été hospitalisée et puis on est allé d'examen en examen avec à chaque fois pas d'informations sur ce qu'on cherchait, sur c'était quoi les risques, enfin qu'est-ce que voilà, on savait pas.
Il y a un truc qui va pas, mais on sait pas quoi. Voilà, on savait qu'elle avait un petit poids, que c'était pas normal, donc elle avait ce qu'on appelle un retard de croissance. Donc ils savaient pas si une fois qu'elle serait à l'extérieur, elle regrossirait normalement ou pas. Donc on a attendu, j'ai attendu allongée, hospitalisée, les signes de respiration, je sais plus comment ils attendaient un moment où ils étaient sûrs qu'elle respirerait, Un stade de autonome. développement des poumons, peut-être? C'est ça, voilà. Pour, voilà, pour provoquer l'accouchement. Et dans l'hôpital dans lequel tu avais décidé d'accoucher? Alors en fait, j'ai été hospitalisée à Pertuis parce qu'on avait vraiment choisi cette maternité parce que dans la région, c'était une maternité qui était plus à l'écoute, des projets de naissance et on voulait, voilà, une naissance la plus, on va dire, douce, naturelle possible. Donc on avait été suivis là à Pertuis avec une super sage-femme qui nous avait accompagnés en aptonomie, qui est restée vraiment, ça a été en fait cet accompagnement en aptonomie pendant toute la grossesse, c'est ce qui nous a permis de garder le fil et le contact avec, ce bébé en fait, avec Lucile et de tenir. Après voilà, après des annonces très alarmantes, où on savait pas vraiment c'était quoi, le risque, pour elle. Moi, je sais que de l'avoir sentie bouger, d'avoir senti, comment elle répondait quand son papa mettait ses mains, sur mon ventre, je me disais: «Bah, faut lui faire confiance». Heu, elle sait, elle est là, elle est vivante, elle est voilà. Je elle, c'est elle que j'attends, voilà. Je me rappelle avoir, écrit une lettre à une amie depuis la maternité où je lui disais ça. Je lui dis: «Bah, on nous fait peur avec plein de mots, mais moi, celle que j'attends, c'est celle que je sens qui bouge dans mon ventre et on verra bien». Donc là, tu étais toujours à Pertuis? Donc là, j'étais toujours à Pertuis et on a fait, un IRM, in utero donc c'était vraiment voilà, je sais pas vraiment ce qu'on cherchait parce qu'on nous disait pas, mais on faisait plein d'examens. J'ai fait un IRM, une IRM, j'ai fait une amyosynthèse. Voilà, il faut savoir que normalement les amyosynthèses, ça se fait en début de grossesse, mais là, on a fait une amyosynthèse, en fin de grossesse, en fait, pour voir, s'il y avait des anomalies chromosomiques dans le liquide amniotique. Donc ça a été vraiment un gros traumatisme, cette amyosynthèse. Hem et et voilà, on savait toujours rien et C'est-à-dire que ça n'avait donné aucun résultat? ben, on nous disait juste toujours la même chose. Il y a un retard de croissance in utero, avec, un périmètre crânien qui est assez petit, mais on peut pas savoir, ce que ça va donner. Mais du coup, tu fais des examens, pas cool et en plus après tu as pas de Bah oui, je me souviens que du coup Gilles, le papa de Lucille donc, au bout d'un moment s'est vraiment énervé et est allé voir la gynécologue à Pertuis, est rentré dans son bureau, il lui a dit: «Mais maintenant vous arrêtez en fait de nous envoyer, d'envoyer ma femme faire des examens sans nous informer de qu'est-ce qu'on cherche, sans» enfin voilà, on se sentait vraiment comme, perdre toute maîtrise de ce qui se passait en fait. Et jusqu'à un point où un soir, on était tellement, désespérés parce que je suis restée 1 mois, hein, à Pertuis, que, on s'est dit: «Bon ben, on va demander, si c'est possible de faire un avortement thérapeutique de grossesse, quoi». Parce que là voilà, on va pas y arriver, on saura pas élever un enfant avec handicap, puis sans savoir vraiment en fait ce qui c'est ça, on n'avait rien à quoi se raccrocher, du coup, on s'est dit ça. Et puis,
le lendemain, il y a une psychologue de Pertuis qui est venue nous voir et puis qui nous a accompagnés, enfin en tout cas qui nous a écoutés, qui a écouté qu'on avait envie d'arrêter cette grossesse. Et elle nous a dit, mais quoi que vous décidiez, quoi que vous décidiez, de toute façon, il faudra accompagner cet enfant, en fait. Il y a un bébé et il faut l'accompagner, quoi que vous décidiez. Et en fait, du coup, ça nous est apparu évident qu'on allait l'accompagner à vivre. Et donc on a décidé que, quoi qu'il arrive, on l'accompagnera à vivre. Et après, la gynéco est venue me voir en me disant: «Bon, maintenant on peut provoquer l'accouchement et peut-être que, une fois dehors, elle se développera et elle retrouvera un poids, et un périmètre crânien, dans les normes». Et elle m'a dit: «Voilà, vous avez le choix, soit d'accoucher par voie basse, mais c'est un bébé qui peut faire 1,2 kg, donc si vous accouchez par voie basse, elle risque de souffrir, soit, vous pouvez accoucher par césarienne». Et je dis: «Mais c'est pas un choix, en fait, que vous me proposez, C'est le là». choix, c'est faire souffrir son bébé ou pas, là, en fait, qu'elle te proposait. C'est ça. Donc évidemment, j'ai choisi la césarienne. À Pertuis, du coup. Non, et j'ai demandé de la faire à Aix parce qu'il y avait un service de néonat, alors qu'à Pertuis, il n'y en avait pas et qu'1,2 kg, il y avait de fortes chances pour qu'elle soit en néonat et que je voulais pas être séparée d'elle. Donc il y a eu, ce qu'ils appellent un plateau technique là, où c'est la gynéco qui m'avait suivie qui est venue me faire, la césarienne avec le chef de service d'Aix. OK. Voilà, donc ils étaient 2. Mais c'était quand même la personne qui t'avait suivi tout du long, donc Oui, c'est ça, c'est elle qui m'a accouchée, du coup. Voilà, c'était très étonnant parce que la veille ou le matin de la césarienne, j'ai eu une échographie de contrôle, juste avant la césarienne, pour regarder comment le bébé était, donc à Aix, avec un autre médecin donc, et qui lui m'a dit, mais une microcéphalie, c'est une pathologie. Votre enfant a une microcéphalie, et voilà. En soi, c'est une pathologie et c'est pas anodin, même si on vous a dit qu'elle pourrait grossir à l'extérieur, voilà. Donc c'est la première fois que c'était la quelqu'un... première fois qu'on mettait ce mot-là, de pathologie et de microcéphalie, voilà. Donc j'ai été un peu, surprise et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui le savait, donc ça m'a... Au moins, les mots étaient posés. Il y a peut-être un truc rassurant, du coup, d'être à Aix, de se dire que... Oui, il y avait... C'est vrai que j'étais plus rassurée d'être à Aix. Et puis du coup, voilà, la césarienne a eu lieu le 23 septembre à 14h. Et t'étais seule ou... Donc, il y avait interdiction que le papa soit dans la salle de la césarienne. Mais c'était une césarienne anesthésie péridurale? Oui, avec un rachis-anesthésie, ouais. Ouais. Donc moi, j'étais réveillée. Il avait la possibilité d'être derrière une espèce de petite fenêtre pour me voir. Donc j'étais vraiment... Enfin, je me sentais vraiment seule, quoi. Et en plus, le pauvre, ils se sont trompés de fenêtre et ils l'ont mis du côté de l'opération. Donc ça n'a pas été facile pour lui. Après, il a changé. Et voilà, du coup, Lucille
est sortie, on va dire. Elle est née à 14h ce jour-là. Et ça a été à la fois une bonne surprise parce que ils avaient prédit qu'elle ferait 1,2 kg et en fait elle faisait 1,8 kg, ce qui était plutôt bien. Et en même temps, je l'ai eu à peu près, je sais pas, 3 secondes contre moi et ils sont partis en courant lui faire des analyses. Alors que pour moi, il y avait rien de plus urgent Mais que d'être avec elle. elle a respiré, enfin, je veux dire, Oui, il oui, n'y avait elle pas a... d'anomalie enfin, sur. Non, 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 elle a respiré, elle a crié, enfin voilà, elle était présente. Il y a Donc, pas eu visuellement, enfin, en tout cas, il n'y avait pas forcément d'urgence dans l'immédiat à ce que. Bah, je pense que les médecins ont estimé qu'il y avait une urgence parce qu'en tout cas, ils ont... Ils avaient l'air pressés. Voilà, ils avaient l'air pressés. Et ce qui a été très, très dur à accepter parce que nous, on n'a pas été prévenus. Enfin, moi, voilà, j'étais... ils étaient en train de me recoudre et elle est partie. Et en fait, ils lui ont fait une ponction lombaire. Donc, à peine elle est sortie du ventre qu'elle a eu droit à des examens Sans vraiment qu'on vous demande. très invasifs, sans qu'on nous demande rien. Voilà. Et ils ont eu l'impression qu'elle faisait une hémorragie cérébrale, alors qu'en fait, pas du tout. Mais ils ont annoncé à Gilles ça, qui s'est évanoui. Bah ouais. Et Tout en seul, du fait, coup, aussi. oui. Et puis, en fait, après, ils sont venus lui dire que non, en fait. Voilà, que ça allait. Donc voilà, elle est arrivée sur les chapeaux de roue Ouais. dans cette vie. Ouais. Et toi, t'étais donc toute seule. Et moi, j'avais une amie qui était venue m'attendre dans ma chambre. Donc voilà, j'étais dans ma chambre avec une amie en attendant de pouvoir... Qui te la ramène. Ouais, de pouvoir la voir. Et en fait, elle a été en néonate, donc je l'avais un temps, et puis après, elle retournait le soir dans le service de néonate pour qu'on surveille sa température, ou je sais pas ce qui surveillait. Et moi, j'avais la césarienne, donc Tu pouvais pas je bouger. restais dans ma chambre. Donc ça, c'était très dur, Ouais. je crois, c'était les 3 premiers soirs où... Mais t'as pu la voir elle restait après, pas avec moi. quand t'es sortie du bloc? Oui, ils me l'ont amenée, mais vraiment quelques heures après. Et elle est restée un peu avec moi. J'ai essayé de la mettre au sein. Et puis après, elle repartait en néonate. Elle n'arrivait pas à téter. Donc, on m'a proposé de tirer mon lait pour lui donner... voilà, je lui donnais le biberon de mon lait. Mais c'était très, très dur d'être séparés. Vraiment, je me souviens de ça. Et un soir, je me rappelle, j'avais un ami qui était là et je m'apprêtais, enfin, j'attendais qu'ils viennent la chercher puisqu'ils avaient fait ça pendant 3 jours. Puis en fait, il y a personne qui est venu la chercher et du coup, j'ai appelé, j'ai dit: «Mais elle repart pas?» Il me dit: «Ah non, non, maintenant vous pouvez la garder». Mais il m'avait Personne t'avait dit. pas prévenu. C'est des choses anodines, hein, Bah non, bah mais je ouais. m'en rappelle encore, quoi, de ce moment où je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Mais il y avait un peu un rythme qui s'était instauré. C'est ça. Et puis, j'ai eu aussi la joie de voir arriver une personne qui s'est présentée comme psychologue et qui est rentrée dans ma chambre un matin et c'était un moment où Lucille était pas là. Elle était en néonate, ou en divers examens, parce qu'elle a continué à avoir plein d'examens. Et je me rappelle qu'elle s'est assise en face de mon lit et elle m'a dit vous savez, faut pas culpabiliser hein, d'avoir mis au monde un enfant avec un handicap, enfin un enfant handicapé. Et voilà, c'est à peu près tout le souvenir que j'en ai. Je dis non, Donc en fait, elle d'accord. est partie du point que tu culpabilisais et que du coup, C'est ça. elle t'a pas écouté, quoi. Bah, j'ai pas le souvenir en tout cas de quelque chose. Je me souviens que j'étais dans un état de dissociation totale en fait. C'était
tellement trop tout ça que j'étais complètement coupée de moi et elle aurait pu me dire n'importe quoi. Je crois que moi, de toute façon, j'entendais rien, en Ouais. fait et que de toute façon, heu, peut-être même je culpabilisais tellement ou que de me dire qu'il fallait pas culpabiliser, c'était C'était pire, ouais. complètement C'était pas le moment, quoi, de toute façon. contre-productif. Ouais. Mais je me souviens de la voir partir et de me dire: «Mais à quoi ça sert?» Et la rencontre avec Max, Hem, c'était comment? Il avait compris? ben, Maxime, ça a été très difficile pour lui parce que je suis restée 1 Bah, mois ouais. hospitalisée. Donc voilà, ça a été long et puis plus que la séparation, ce qui a été difficile, c'était l'inquiétude. On était, voilà, dans un tel niveau d'inquiétude, de pas savoir, de non-maîtrise que mmh, ouais, c'était difficile parce qu'il avait des parents qui étaient plus du tout disponibles pour lui. On était tellement préoccupés Bah, ouais. que, je pense que sa sœur arrive enfin, ça a dû être un soulagement. Heu, mais je me rappelle de lui, dans les couloirs de l'hôpital, en train de courir, venir voir Lucille et être content qu'elle soit Mmh. là. Mais je me souviens pas bien parce que c'est flou, Mmh. c'est flou. Enfin, je un des souvenirs les plus forts que j'ai de ce moment à l'hôpital à Aix, c'est le jour où on a quitté le service. J'avais demandé de retourner à Pertuis pour un accompagnement, à la mise au sein, en fait. Parce qu'à Pertuis, il y avait une, pédiatre qui était spécialisée dans l'accompagnement à l'allaitement et j'avais très envie d'arriver à ce que Lucille, enfin, à pouvoir lui donner le sein et donc on a quitté la maternité d'Aix pour retourner à Pertuis et en partant, il y a un interne et ça m'émeut rien que d'y repenser, qui a regardé Lucille, au-dessus de son berceau et qui lui a dit: «Tu sais, tu as de la chance. Tu as de la chance d'avoir ces parents-là». Et en fait, je sais pas si il a mesuré, l'importance, L'impact. ouais et l'impact de ces mots, Ouais. mais moi, je me suis accrochée à ça, en fait, pendant des années et ouais, souvent j'ai pensé à lui et voilà, je sais pas du tout, comment il s'appelle et et voilà, mais de loin, je lui ai vraiment envoyé, de la gratitude parce que ça a été vraiment quelque chose, dans ce moment où tout tremblait, où je savais vraiment pas comment j'allais faire pour tenir et où j'avais l'impression de perdre toutes mes ressources et ben, je me suis accrochée à ces mots-là. C'est fou que de se dire qu'une simple phrase qui peut paraître, aussi anodine peut avoir un impact aussi fort Mmh. et du coup dans les 2 sens, quoi. Enfin, Ouais, ouais, parce que, ouais, j'ai entendu que peut-être que moi, je sentais plus mes ressources, mais que quelqu'un les mmh, voyait et je me suis dit: «Bah, si quelqu'un les voit, et qu'elles ben, sont là. c'est qu'elles sont là». Mmh. Donc voilà, après on est repartis à Pertuis. Mais tu es restée longtemps du coup, en maternité après la naissance? Ouais, je suis restée une semaine, enfin longtemps, en fait comme Une césarienne, ouais, une césarienne, à Aix? c'était 7 jours, je crois. Je suis restée Ouais, 7 jours à Aix et 7 jours à Pertuis. donc ça fait quand même 2 semaines. Ouais, donc après 1 mois, ça faisait vraiment long et à Pertuis, ça s'est pas bien passé. On n'a pas réussi à mettre Lucile au sein
Et en fait, j'ai senti que c'était pas évident pour la pédiatre, le rapport au handicap et à la différence et du coup, elle est pas beaucoup venue nous voir. Voilà, je me suis sentie très Seule? très seule, Ouais. ouais. Mmh. Et du coup, t'as décidé de quand même tirer ton lait pour lui donner? Et oui, j'ai tiré mon lait, j'ai continué à tirer mon lait, pendant, donc Lucille est née en septembre, le 23 septembre et jusqu'à Noël, j'ai tiré mon lait et je me rappelle au mois de décembre, j'ai dit: «Maintenant c'est stop, je vais plus y arriver comme ça». Et je lui ai dit, je lui ai dit: «Écoute Lucille, ou tu arrives à téter ou on va passer au lait de vache» parce que moi le la tireuse électrique là, Mmh. c'était vraiment compliqué parce que du coup, il fallait toujours en avoir d'avance, voilà, ça prenait beaucoup d'énergie et elle a dû entendre, le message puisque, du coup, elle a réussi à passer au sein Mmh. et j'ai pu l'allaiter encore assez longtemps derrière. Ouais. C'est drôle qu'il ait fallu que tu lui dises ça, quoi, pour que Ouais, ouais, moi j'étais allée jusque là où je pouvais. Après ça a été compliqué quand même la mise au sein, enfin, qu'elle puisse vraiment comme elle avait pas du tout tété, donc j'ai eu beaucoup de crevasses et ça a été très, très douloureux et là, c'est vraiment la sage-femme de Pertuis qui nous avait accompagnés en autonomie, qui est restée en lien, que je m'autorisais à appeler et qui m'a vraiment aidée, soutenue et qui a permis que cet allaitement puisse, continuer et Dieu sait qu'elle en avait besoin, Lucille. Qu'on en avait besoin parce que, heu, notre lien, il a tellement été mis à mal par cette arrivée que mmh. enfin, que Ouais, la tétée, c'est ouais, un moment précieux. c'est ça, c'était précieux, puis c'était un moment, voilà, on peut avoir, plein de spécificités, mais dans ce moment-là, c'est juste, un bébé Mmh. qui se nourrit et qui reçoit des câlins. Et ça a été comment de rentrer à la maison après 1 mois et demi? Ça a été un moment vraiment, à la fois, on était vraiment contents de enfin être rassemblés chez nous, tous les 4, et en même temps on est rentrés et revenus avec Lucille et son handicap et ça veut dire, comme une immense inquiétude qui est tout le temps là, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, on sait pas de quoi on a peur, on sait pas ouais, je crois qu'on était vraiment dans cet état de sidération de, heu, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ça va être quoi la vie de notre enfant? Heu, donc on est rentrés et en même temps on n'est pas rentrés. Enfin, en tout cas, Pas de la même manière. pas de la même manière et avec un grand sentiment de solitude, de pas savoir quoi faire avec toutes nos questions et très vite une espèce de course en avant, à faire des choses, heu, faire des examens pour essayer de comprendre. On a été vraiment très poussés par les médecins à faire plein d'examens, pour essayer de comprendre ce que Lucille avait. Pourquoi elle avait eu une microcéphalie, parce que voilà, j'ai pas dit, mais du coup, Lucille, son diagnostic, on va dire, c'était une microcéphalie. Elle était, malvoyante, mais ça, on l'a su, assez tard, Ouais, en général, c'est pas tout de suite, ouais. c'est ça. Hem Et donc voilà,
on était constamment en train d'aller faire des examens à droite, à gauche, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, quand ça s'était passé, à quel moment de la grossesse. Et, et du coup, j'ai pas le souvenir de vraiment pouvoir se poser tranquillement et savourer, Se rétablir aussi. Enfin, ouais, se ressourcer, se rétablir. Hem, Parce que physiquement, une césarienne, en plus, c'est c'est quelque chose d'important, quoi. Enfin, dans le sens où ton corps, il est vraiment, ben, mis à rude épreuve, quoi. mmh, oui, j'ai vraiment le souvenir d'avoir eu très mal, très longtemps. Voilà Mmh. et que, il se cristallisait aussi autour de cette cicatrice, quelque chose de cette arrivée tellement fracassante et tellement chaotique Mmh. que enfin voilà, j'aurais dû, masser ma cicatrice par exemple, tout ça, mais enfin, je sais pas, ça passait tellement après tant de choses quoi, Ouais. que je m'en suis pas du tout occupée. Mmh. Et là, passer de 3 à 4, dans cette configuration-là, c'était comment aussi? Parce que vous êtes rentrés, mais heu Maxime, il était pas parti, quoi. Enfin, je veux dire, lui, il est pendant 1 mois et demi, il était là. Du coup, quand vous êtes rentrés, Et ben, ouais, quand on est rentrés, ben, certainement que lui s'est dit: «La vie va reprendre son cours» et bon, voilà, après comme aussi devenir, grand frère, grand frère, voilà, ça change. ça change tout. Heu, ben, ouais, ouais, je me rends compte que c'est même difficile de dire, en fait, ce qu'on a vécu quand on est rentrés, à part, d'être, tellement préoccupé par la santé de Lucille, par son avenir, par comprendre ce qui nous arrivait, en fait. Je me rappelle, quand même, être allée avoir amené Maxime chez une psychologue et il avait fait un dessin, je me souviens, heu, comme s'il y avait plus personne dans la maison, en fait, quelque chose comme ça. Ouais, Et et ça m'avait vraiment ça m'avait fendu le cœur de me dire: «Mais pour lui, ouais, on n'est plus là». ouais. Et je pense que c'est vrai, on était tellement Ailleurs, enfin, ouais, tellement préoccupés, tellement sidérés, tellement, on était là ni pour, Lucille d'ailleurs, ni pour Max. Enfin vraiment, et c'est ça le plus douloureux pour moi en fait, heu, dans cette naissance singulière. C'est qu'en fait, c'est pas Lucille qui nous a empêchés d'être là. C'est la manière, dont on nous a parlé du handicap de Lucille. Parce que je suis pas sûre que ce soit nécessaire de le présenter comme ça, en fait. Et et en tout cas, c'est ça qui a été le plus difficile. Ouais. C'est que le handicap, la peur de ce que ça veut dire dans notre société d'accueillir un enfant avec un handicap, ce sentiment de plus faire partie du monde, en fait, c'est ça, de plus faire partie de la même société, du même groupe. Enfin voilà, mmh. c'est comme si tout d'un coup, on faisait plus partie, heu, de la communauté dans laquelle on était avant. Et du coup, ça me fait poser une question. Comment vous l'avez dit, heu, aux grands-parents, à la famille, aux amis? Enfin, qu'est-ce qui Ben, on l'a annoncé
à chaque fois qu'on apprenait des choses, on disait: «Bah, il y a ça, voilà, elle a une microcéphalie». Après, on a cru que on a eu tellement d'annonces qui ont été, finalement invalidées derrière, Même eux, ils comprenaient pas tant, en fait, du coup. Oui, on nous a dit: «Elle a c'était comment? Un cerveau, lisse». Après non, c'était pas ça, heu, donc nous, on disait au fur et à mesure à notre famille, ce qu'on apprenait et je pense qu'en fait, toute la famille, que ce soit mes parents, les parents de Gilles, hem, nos frères, nos belles-sœurs, tout le monde était en état de sidération, en fait, à à être complètement, suspendu à ces diagnostics, Pas clair. pas clairs et puis qui, de toute façon, ne disaient rien de De qui il était. de qui était Lucille et de ce qu'on avait à faire ensemble et de ce qu'elle avait à faire, de sa vie, enfin, voilà et du coup, on était ouais, c'est ça, on était suspendus, en fait, aux annonces, médicales. Donc c'est pour moi, c'est ça qui a été le plus difficile, en fait, c'est de ne pas avoir trouvé la force de rester en lien avec, ma fille plutôt que de Trouver, chercher. ouais, que d'être happée par cette peur, d'un avenir qui de toute façon enfin, j'avais beau me dire, je me disais: «Mais de toute façon, quand on accueille un bébé, on sait pas ce que va être son avenir. On n'en sait rien». Voilà et là, OK, ben, ça risque d'être plus difficile pour elle, mais j'en sais rien. Je voudrais garder la même, innocence, en fait. Voilà, je me rappelle de ça. On t'a volé un peu une part de ça, du coup. Ouais, je dirais le handicap, les médecins, la façon dont on regarde le handicap, nous a volé, de voir Lucille. On a mis longtemps avant de la voir, ça c'est sûr. Et après qu'elle soit arrivée, c'est que quel a été un peu le déclencheur du désir d'avoir une 3e enfant? Enfin, comment c'est venu à vous, quoi? Hem, je me rappelle, on était allés à Marseille chez des amis, parce qu'on devait faire un examen, de vue, pour Lucille, dans une clinique et et l'amie chez qui on était, elle m'avait parlé d'une famille, qui avait 3 enfants, dont un enfant avec un handicap et elle m'avait dit, «Ah ben la mère, elle m'a dit, il y en aura, un devant, pour tirer et un derrière pour pousser», quelque chose comme ça et je m'étais dit, je sais pas, ça avait fait tilt en tout cas. Je m'étais dit, «Ça serait bien que qu'ils soient 3 nos enfants». Voilà, heu et puis, il y avait quelque chose de l'ordre de vraiment l'envie, de revivre une maternité, de pouvoir accueillir un enfant, heu, dignement, heu heu, quoi qu'il est et tel qu'il Mmh. enfin, comment il déciderait d'arriver, mais de plus me faire voler, heu, ce moment-là de rencontre avec un être humain qui arrive sur terre, Et qui est pas tous les 4 matins. c'est ça Mmh. et il y avait aussi ça qui a présidé Mmh. à cette décision de t'accueillir. Heu
Et puis peut-être ta volonté de venir aussi. Et je me dis, y a pas des gens qui vous ont un peu pris pour des fous à ce moment-là? Sûrement. Sûrement, ils nous l'ont peut-être pas dit. Mais je crois que là, de toute façon, on s'en fichait un peu en fait. Ouais, on a pu entendre, en tout cas de certaines personnes, que c'était peut-être au-dessus de nos forces, et en même temps, c'était une telle évidence pour nous en fait que ouais, ça se questionnait pas. C'était comme ça. Je me rappelle avoir dit à Maxime, voilà, lui annoncer et lui dire: «Ça va pour toi? T'es prêt, à laisser de la place un peu, dans ta vie, dans ta maison, dans la voiture?» et et vraiment, je me rappelle sa réponse: «Mais maman, mais bien sûr, de la place, on en fera toujours.» Et après, ça veut pas dire que c'était facile. Enfin, je veux dire, on avait bien conscience que ça allait être, compliqué et que ça serait pas facile. Mais c'était aussi, comment dire ça? Pas consentir à, mmh, à réduire notre vie au handicap, en fait. Voilà, et dire: «Beh, non, en fait, voilà. Oui, on a une enfant avec un handicap et on va vivre, en fait, et enfin, voilà, c'est la vie continue.» Et et du coup, t'as réussi à vivre cette 3e grossesse sans... Je sais pas si c'est possible de vivre une grossesse sans angoisse, mais... Ah non, non, même si c'était une évidence, cette 3e grossesse, non, non, elle a pas été sans angoisse, bien sûr, elle a été avec les angoisses, ben, on va dire, je sais pas, peut-être, qui sont courantes, de comment accueillir, un 3e enfant, lui faire vraiment la place dans nos cœurs, avoir assez d'amour, enfin toutes ces questions qui peuvent paraître, idiotes, mais qui sont, voilà, qui viennent, pendant la grossesse. Et j'avais décidé d'être accompagnée par une sage-femme, en libéral, et qui a été vraiment une très, très grande ressource, qui a été vraiment un grand soutien, et qui m'a vraiment accompagnée, et écouté mes angoisses, mes peurs, et voilà, le fait de pouvoir, en parler, les regarder, bah, ça m'a permis de cheminer pendant ma grossesse, et de pouvoir sentir que, voilà, je pouvais faire la place à un nouvel enfant et continuer d'accompagner Lucille dans la complexité de sa vie, et Maxime, mais en tout cas, voilà, le handicap prenant tellement de place, heu, elle m'a vraiment permis de sentir ça, que j'avais les ressources, en fait, en moi pour accueillir, cet enfant et continuer d'être auprès des 2 autres. Du coup, médicalement, cette grossesse, elle a pas été suivie plus attentivement qu'une autre, parce que... Alors, si, dans le sens où, et ça, c'est, voilà, c'est des choix, enfin, comment dire ça? Heu, la Les médecins qui me suivaient, heu, m'ont prescrit une amyosynthèse. Moi, j'avais pas envie de faire l'amyosynthèse. Heu, voilà, parce que, alors ça, pour moi, j'étais vraiment décidée à, quoi qu'il arrive, accueillir, qui se présentait, comme il était, et
Et je me rappelle que le médecin m'a dit vous n'avez pas le choix en fait, parce que vous pouvez pas accueillir 2 enfants avec un handicap. Vous y arriverez jamais. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit: «D'accord, je vais faire cette amyosynthèse». Mais c'était plus pour qu'on me foute la paix en fait. Mmh. Et donc j'ai fait cette amyosynthèse. Et j'ai vraiment regretté de l'avoir fait parce que de toute façon, alors j'ai été soulagée quand j'ai appris, en tout cas que les chromosomes de ce bébé, rentraient dans les normes. C'est vrai que ça aurait été compliqué, mais j'avais pas envie que ça soit un sujet, en fait. Mmh. Voilà. Mais j'ai fait la myosynthèse et j'ai été suivie, mais plus parce que j'avais eu une césarienne avant. Et sinon, non, en tout cas, j'ai refusé, qu'on médicalise particulièrement ma grossesse. Mmh. Mmh. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi une sage-femme en libéral qui m'a accompagnée, j'avais vraiment besoin de ça, de prendre de la distance aussi, avec l'hôpital. Oui, je comprends. Et du coup, ben, après je suis arrivée. Bah oui, c'est ça. Mmh. Ça a été, si, il y avait une angoisse qui était vraiment très forte et bon, qui a été vite, balayée, c'était que vous soyez 2. Parce que là, par contre, je me disais: «Là, si j'ai des jumeaux, des jumelles, ça va être compliqué». Donc ça, j'ai vite été rassurée. Et oui, c'était chouette de pouvoir avoir un accouchement, voilà, le plus naturel possible, qui s'est vraiment hyper bien passé. Et on a entendu et respecté tes besoins, Ouais, envies. vraiment, ouais. Et après, ben, voilà, ce qui a été compliqué, en tout cas dans le postpartum de cette, 3e, grossesse, bah, ça a été, on va dire, la difficulté de pouvoir, me consacrer pleinement, à toi. Mmh. Parce que, bah, voilà, Lucille avait que 2 ans et demi et beaucoup, beaucoup de De prise en besoin. charge, de besoin de présence, donc voilà. Du coup, ça a été un peu compliqué. Je me rappelle que j'avais sollicité une assistante sociale pour avoir, une aide, une travailleuse familiale et qui était venue à la maison, qui m'a beaucoup soutenue. Ça a été vraiment un soutien. Et puis à un moment donné, c'était plus pris en charge, je sais pas, du coup je suis retournée voir l'assistante sociale en disant: «Bon, j'ai encore besoin d'aide», heu et elle m'avait répondu: «Mais vous croyez quoi, que parce que vous avez une enfant handicapée, tout vous est dû?» Voilà, ça C'est l'inverse de l'interne qui te dit des mots, c'est qui ça, font du bien, quoi. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'important à, en tout cas, dans l'accueil d'un enfant, qui a des besoins spécifiques, qui naît avec un handicap et en tout cas qui a des besoins spécifiques. Ce qui est très difficile, déjà je pense qui est très difficile en temps normal, heu, pour moi et je pense pour beaucoup, c'est de demander de Mmh. l'aide. Bah, Et du coup, quand on ose. quand on ose demander de l'aide et qu'on a ce genre de réponse, ben, moi je sais que ça a participé, vraiment d'un moment où, ben, je sais pas si j'ai fait une dépression, mais en tout cas ça a été ça a été très compliqué, quoi. Mais ça a des gros impacts derrière, dans tous les cas. Quand on demande de l'aide et que derrière il y a rien ou pire qu'on te dit que tu es pas légitime à demander de l'aide, Ouais, c'est ça, c'est vraiment, à la fois un sentiment de solitude, de la colère, ouais, d'un sentiment de culpabilité aussi, en mmh, tout cas, où tout s'en mêle. Et
et où, voilà, je pense, qu'il y a eu des moments vraiment très difficiles où je savais pas comment Moi, je pense j'allais que faire ça, face. ça peut, ça peut mettre en danger des mères, hein, de pas entendre Mmh. leurs besoins de soutien et d'aide. Ouais, parce que j'aurais pu entendre, là, il y a plus d'aide, j'entends que vous avez besoin et c'est légitime, mais là, on n'a pas de possibilité de vous aider et comment on peut essayer de regarder comment autour de vous, il y a peut-être, Des voilà, des réseaux, des ressources et un assos. réseau, mais là, c'était vraiment stigmatiser, heu, quelque chose parce que, enfin, voilà, je je pensais pas que tout m'était dû. J'essayais juste J'imagine bien. de survivre et ouais, ce qui a été aussi difficile dans ce moment-là et non, voilà, qui est vraiment difficile à partager et à nommer, c'est, comment dire? Comment nommer ça? C'est qu'à des moments, vraiment je me disais: «Mais, il vaudrait mieux qu'elle soit pas là» et c'est trop dur et voilà, il vaudrait mieux qu'elle soit pas là et c'est difficile de penser ça, de son enfant, de penser qu'il vaudrait mieux qu'elle soit morte, en fait et il y a voilà, il y a peu d'endroits pour le partager et j'ai mis longtemps à comprendre, en fait, que ce sentiment dont je me culpabilisais, hem, en fait, il m'appartenait pas. Il il appartenait à une société qui répète ça à longueur de temps, sur tous les tons, que, une personne qui naît avec un handicap, il vaut mieux qu'elle vienne pas. Donc on fait en sorte de de déceler ça avant la naissance, heu, pour qu'elle vienne pas. Et puis après, une fois qu'elle est là, on peut vous dire qu'elle est passée à travers les mailles du filet, mais on enfin, moi, mon impression, c'est vraiment que la place est pas faite. Lucille, elle est allée, en institution à 5 ans, dans une institution où, elle allait le matin, elle revenait le soir, mais voilà, elle faisait rien avec les enfants de son âge, elle était que avec des enfants avec handicap, on estimait qu'elle avait pas sa place à l'école, avec les gens de son âge, quoi. Donc pour moi, ça, voilà, c'est des signaux qui disent: i elle a pas sa place ici, donc il aurait mieux valu qu'elle vienne pas» et donc j'ai vraiment mis longtemps à comprendre ça, en fait, que ce désir, qu'elle soit pas là, c'était pas le mien, en fait. Que moi, j'étais en bout de course, au bout du chaînon, parce que c'est moi qui m'occupais d'elle et que j'avais sur mes épaules et dans ma tête des idées qui n'étaient pas les miennes. Mais qui était très, très ancré chez tout le monde. C'est ça, c'est ça et que, oui, quand on est avec un handicap, c'est normal d'aller en institution et d'être, enfermé dans une institution, de pas Pas pouvoir vérifier si ça convient déjà. c'est ça et puis de plus être maître, de ses relations, Mmh. de son temps, De ses de projets. son intimité, de ses projets et donc voilà, on a mis du temps à comprendre ça. Lucille avait 5 ans, 10 ans. Quand voilà, on a décidé de reprendre, de lui redonner les rênes de sa vie, en fait. Mais avant ça, il y a eu des moments vraiment,
difficile. Et difficile, voilà, pour moi, et j'ai envie de le dire parce que j'aimerais, et je reprends en ça ce que Lucille disait, elle a dit: «Mais moi, j'aimerais qu'on puisse accueillir un enfant avec handicap avec la même joie, avec laquelle on accueille un enfant, sans privé de handicap». Et j'aimerais vraiment, voilà, pouvoir, transmettre ça. Que, que une vie, et toute vie est digne d'être vécue, voilà, Mmh. comme elle est, et qu'elle a un chemin à faire. Et que ça commence en partie par les personnes qui sont là à l'accueil de l'enfant. C'est ça. C'est ça. Et je veux pas en ça minimiser la difficulté que certaines spécificités médicales peuvent créer dans une vie. C'est vraiment pas pour dire le handicap n'existe pas. Je dis pas ça. Je dis vraiment quelles que soient les spécificités, il y a une vie à vivre, et mélangeons pas les deux et gardons voilà, gardons les yeux et le cœur ouverts sur la vie à vivre avec toutes nos singularités. Et comment t'aimerais conclure ce moment ensemble? J'aimerais le conclure en remerciant Lucille d'être venue dans nos vies sur cette terre, d'avoir semé ce qu'elle a semé de précieux, et qui continue à fleurir aujourd'hui, par exemple. Et en honorant sa vie, j'aimerais vraiment, enfin voilà, Lucille, elle est partie, comme tu le disais, il y a 2 ans maintenant. Et elle est partie vivante, vraiment. Elle a vécu sa vie, voilà. Ça faisait 6 mois qu'elle avait emménagé avec son compagnon et sa compagne de vie. Elle avait enregistré un disque, fait des concerts, écrit, fait des millions de câlins à des milliers de gens. Elle a ri, chanté, voilà. Elle a aimé, elle a fait des grasses mat à n'en plus finir, elle a fait des soirées, enfin elle a vécu quoi. Elle a vécu vraiment une vie. Et elle s'est battue pour ça. Vraiment, elle s'est battue. Et elle nous a secoués pour ça, et on a répondu. Mais voilà, j'ai envie de vraiment d'honorer ça, le fait qu'elle ait vécu sa vie. Et du coup, elle a pu partir, je crois, vraiment apaisée et accomplie, et nous laisser un cœur apaisé. Eh ben merci. Ben merci à toi.
Merci à vous toutes et tous pour votre attention lors de cet épisode. Merci à notre invité pour ce précieux partage. Si vous voulez soutenir le podcast et l'association qui porte le projet, n'hésitez pas à faire un don sur le site d'Ensemble et Différent et suivez-les sur les réseaux sociaux. Merci à Séraphin pour la technique et le montage, les passeurs de silence pour la musique et toutes les petites mains qui ont aidé à ce que ce podcast voie le jour. On se retrouve très vite pour le prochain témoignage.